Bon, bonjour à tous et à toutes. Avec cette présentation de Yannick, je ne sais pas trop bien ce que je vais rajouter parce que tu as tout dit là. Ouais, désolé si je regarde un petit peu de travers, c'est parce que mon deuxième écran ne fonctionne pas tout à fait comme d'habitude, et il est décalé. Et j'ai dû passer sur mon troisième écran, donc je ne suis pas tout à fait en face de vous quand je vais regarder. Euh, Effectivement, il y a un intérêt qu'on a tous maintenant à se dire l'e-commerce, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est une opportunité pour rebondir face à des points de vente fermés par obligation? Et on a forcément un souhait de réagir à très court terme. Et ce que je vous proposais, c'est un petit peu de réfléchir au très court terme, mais aussi réfléchir peut-être au plus long terme et revenir un petit peu aux fondamentaux de l'e-commerce, peut-être vous mettre tous un peu dans le bain de ce que c'est réellement l'e-commerce avec les bons côtés et aussi les défis que l'on a relevés. Alors, j'ai sélectionné quelques slides pour peut-être juste un peu poser le décor et puis on va prendre bien le temps de pouvoir répondre à vos questions, vos interrogations, vos craintes peut-être par rapport à cette activité-là, hein, de manière à bien percevoir, parce que je pense que vous trouvez très facilement en ligne des tutoriels, des explications vidéo pour, par exemple, comment configurer un site e-commerce. Ça, il y a pléthore d'informations gratuites là-dessus. Par contre, ce qui est réflexion un petit peu à l'amont sur la stratégie, ben là, c'est peut-être justement l'intérêt de ce genre de webinaire, c'est de pouvoir un petit peu réfléchir à ces aspects stratégiques dont on ne trouve pas une réponse comme ça toute faite pour tout le monde en plus, parce que je pense que les uns et les autres, vous aurez tous un cheminement différent si vous vous lancez dans l'e-commerce. Alors, je vais basculer vers une présentation de quelques slides, hein, et n'hésitez pas à commenter, à réagir via l'outil de chat pendant la présentation. Ça permettra de plus facilement après répondre à vos questions, voire moi, peut-être moi en live, à y répondre, hein. Je vais justement veiller parce que j'ai cette fenêtre de chat qui reste ouverte malgré le basculement. Je suis en train de régler ça. Voilà, comme ça, j'ai la fenêtre aussi de chat en vue si nécessaire. Alors, j'ai pris... Normalement, le partage d'écran doit fonctionner. Si vous ne voyez pas, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, je vois s'il y a un problème Ouais. technique qui apparaît. Oh, c'est bon de mon côté, Damien. Parfait. Voilà. Bon, peut-être que vous avez remarqué le nombre de gens qui postent sur les réseaux sociaux des, des billets de ce style-là. Et ça vous interpelle peut-être. Et en plus, certains posts de ce style-là sont sponsorisés, ce qui devrait peut-être aussi mettre un peu la puce à l'oreille de gens qui prétendent gagner des centaines, voire des milliers d'euros comme ça chaque jour en se lançant dans l'e-commerce. Ça, je sais que ça titille l'esprit de tout le monde, d'autant plus en ces périodes-ci, de se dire est-ce que c'est bien possible, ça, c'est vrai, qu'on puisse gagner autant d'argent il y a ce genre de site, un peu, il y a peut-être quelques-uns qui ont vu ça. Il y a même un site qui s'appelle enfinrentier.com. On se dit, ben, qu'est-ce qu'on fait Est-ce pas le moment de changer d'activité et de se lancer dans l'e-commerce? Et il y a des gens qui font le pas simplement en ayant vu ce genre de poste. Bon, vous vous doutez probablement, hein, les personnes qui font cela, qui publient cela, en général, on ne publie pas qu'on gagne plein d'argent, hein. On ne va pas raconter, on ne va pas payer de l'argent pour sponsoriser des posts pour dire qu'on a gagné plein d'argent. C'est parfois des arnaques, enfin même parfois, je vais même dire souvent des arnaques, voire des gens qui vivent de la vente de vidéos qui vont raconter comment se relancer, hein. Parce que la réalité, elle est un peu différente. Et
enfin, je veux être en même temps optimiste et en même temps pessimiste. J'ai envie que vous percevez bien un peu la situation telle qu'elle existe réellement. Donc là, ce sont des chiffres évidemment avant la période de confinement. C'est des chiffres pour la France, parce qu'en Belgique, on n'a pas de chiffres équivalents, mais qui indiquent un peu le montant de chiffre d'affaires, hein, je parle bien de chiffre d'affaires, pas de bénéfices, qu'un site d'e-commerce réalise en France. Alors en France, pour information, il y a à peu près 200 000 boutiques en ligne. Et voici ce petit camembert qui un peu répartit le nombre de boutiques par grande catégorie de volume de chiffre d'affaires. Et vous le remarquez, on peut lire ce graphique de façon positive et de façon optimiste ou de façon pessimiste. Il y a quand même les trois quarts des boutiques en ligne qui font même pas 100 000 € de chiffre d'affaires, hein. C'est la réalité. Alors, ce n'est pas forcément dire que tout le monde est triste parmi ceux qui font moins de 100 000 € de chiffre d'affaires. Il y en a qui tenaient un magasin physique, qui avaient un site en ligne en plus. Et parmi ces gens-là, probablement que ces gens-là, au contraire, pour l'instant, ils sont tout heureux parce qu'ils se sont dit, ah, on avait bien fait d'être prêt pour l'e-commerce. Ce n'était pas très rentable et ça ne générait pas beaucoup de volume avant le confinement. Et puis maintenant, super, ça décolle enfin. Il y en a d'autres qui étaient fonctionnaires. Je connais même un policier qui gérait un site e-commerce, enfin, qui gère encore un site d'e-commerce à côté. Donc, c'était un revenu d'appoint. Et puis, clairement, il y en a qui pensaient, en ayant vu des belles vidéos ou en ayant entendu parler d'e-commerce, que c'était miraculeux, que c'était l'Eldorado. Non, ce n'est pas si facile que ça, quand même, de générer du chiffre d'affaires en ligne. Alors, le beau côté quand même du graphique, ça montre qu'il y a quand même 42 000 sites qui font entre 100 000 et 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui veut dire que probablement dans ces sites-là, il y en a qui peuvent engager du personnel, qui peuvent commencer à grandir, avoir une stratégie commerciale de croissance. Et puis, il y a, vous voyez, 5% des boutiques en ligne, à peu près 10 000 en France, qui font au-delà d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, hein. Mais ce qui est aussi à regarder, c'est que ces 5% concentrent 87% du volume de l'e-commerce globalement en France, hein. Donc, on est un petit peu dans la même situation que la grande distribution, hein, vous le savez, hein, en Belgique, en France, dans tous nos pays, il y a 4 grands acteurs qui concentrent l'essentiel de la grande distribution. Dans l'e-commerce, la situation n'est pas différente, hein, mais vous les connaissez, ces 4 grands. On prend Amazon, Alibaba, Zalando, Fnac, Vandenborg, quelques grands acteurs comme ça, et ça fait vite la grande concentration. Alors, voilà un peu des chiffres, et je vais vous proposer quelques exemples. J'ai pris quelques exemples, j'en ai pris quelques-uns de la province du Luxembourg, hein. Vous connaissez peut-être les stores Lalou à Marche. Voilà un bon exemple de société qui voient un peu sereinement leur avenir en ayant une activité physique, mais ayant développé une activité en ligne aussi depuis un petit temps. Une activité que je vais quand même un petit peu dire un mot, c'est que c'est assez bien pensé parce que l'activité en ligne, elle invitait quand même une partie des gens à faire tout le parcours en ligne. Il y avait moyen de tout faire en ligne, le devis, la commande des stores. Mais il y avait aussi, évidemment, la possibilité de juste avoir le devis et puis après de demander, de contacter le magasin, d'aller voir sur place, voir les produits ou de demander une visite à la maison pour faire les mesurages et affiner le devis, hein. Donc, je pense que c'est une bonne stratégie qui permet aussi de gérer la situation actuelle que nous vivons et qui peut être une réflexion que vous pouvez avoir sur le long terme, de vous dire, tiens, maintenant, je vais peut-être me lancer dans l'e-commerce, mais se lancer dans l'e-commerce aussi en ayant ce qu'on appelle une stratégie un peu de web to store, de se dire, mon site web, il va aussi servir à faire venir des internautes dans mon point de vente dès qu'il pourra réouvrir, et donc d'avoir une combinaison d'une stratégie purement de vente en ligne, mais aussi une stratégie de vente en magasin, en physique, tout en s'étant faire connaître en ligne. Alors, j'ai pris un autre exemple aussi. Alors là, c'est un peu plus loin, c'est à Nandrin. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette pâtisserie-boulangerie.
Bah, c'est quelqu'un qui avait assisté à une de mes formations et elle m'a bien surpris parce que pendant toute la formation, elle n'a quasiment pas dit un mot. Et puis, le dernier jour de la formation, elle est venue en me disant, ah ben, voilà, j'ai lancé mon site. Et elle me montre ça. Et en fait, elle me montre, donc c'est la gérante d'une boulangerie, et elle s'est mise en fait à développer un site d'e-commerce dont le but en fait c'est de réserver des boîtes de petit déjeuner, comme vous le voyez. Et ce qu'elle propose, ce n'est pas finalement les meilleurs croissants du monde, ce n'est pas son stratégie, ce n'est pas les croissants les moins chers. C'est un service qui consiste à dire, vous pouvez commander jusqu'à 22 heures la veille et le lendemain, à l'heure que vous avez indiqué, chez vous, vous avez le petit déjeuner qui arrive. Ça veut par exemple être une réponse à des gens qui ont des invités surprises, qui logent et auxquels les autres n'ont pas envie de préparer le petit déjeuner le lendemain matin et ils vont se dire, ben, avant 22 heures, je vais vite commander chez Déjeuner en paix et j'aurai le petit déjeuner pour mes invités qui sera apporté sur un plateau. En fait, c'est un genre de service d'hôtel. Hein. C'est comme on peut l'avoir à l'hôtel et c'est les prix d'un hôtel hein, parce que le petit déjeuner, là, je pense que c'est une quinzaine d'euros par personne. Donc, je vous montre cet exemple pour que vous perceviez qu'il y a moyen de créer de la valeur. Hein. Il y a moyen de vendre un croissant sur Internet, ça n'a pas d'avenir. Le coût de la livraison est trop élevé. Par contre, vendre un service de livraison de boîtes de petit déjeuner, ben là, ça c'est tout à fait pertinent. Et donc, peut-être que ça peut parler à certains d'entre vous de voir que le web, ça peut être une manière aussi d'utiliser une nouvelle carte dans son jeu d'activité commerciale, peut-être lancer une activité qui avant n'avait pas de sens et qui, en période de confinement, ben là, clairement, elle est en bonne situation pour développer ses activités pour l'instant. Elle a tout prévu et ce qui était finalement le plus dur à prévoir pour elle, c'était la logistique. Hein. Donc, du moment qu'elle est capable de continuer à gérer la logistique en ces temps-ci, ben, elle est capable encore de proposer son business et de faire fonctionner sa boulangerie. Alors, c'est vrai qu'elle n'est pas trop impactée par les mesures gouvernementales, puisqu'elle n'est pas obligée de fermer, mais malgré tout, elle peut avoir une diversification. Alors, pour les avocats aussi, c'est possible de se diversifier. Hein. C'est un petit peu provoquant comme site, mais je peux vous assurer que les deux avocats qui ont fondé cela gagnent pas mal d'argent. C'est un site qui permet donc de gérer les dossiers de divorce complètement en ligne. Évidemment, ça suppose qu'il y a une situation de divorce par consentement mutuel, hein, mais il y a tout moyen de faire en ligne. Et vous voyez qu'ils osent même un peu le côté provoquant en disant essai gratuit. Bon, essai gratuit, ça veut dire qu'on peut faire tout le processus de création du dossier, mais tant qu'on ne paye pas, ben, évidemment, les avocats ne vont pas envoyer le dossier au tribunal de la famille et de la jeunesse pour le faire homologuer. Et donc, ben, on n'a rien pu faire de valable. Hein. C'est pour vous montrer que même pour des services, hein, il y a moyen de trouver une activité en ligne qui est pertinente et qui est, je vais même dire, dans ce cas-là, sacrément rentable. Hein, puisque une fois qu'on a développé le site, ben, l'avocat, il n'a pas grand-chose à faire. Il envoie probablement même un stagiaire pour déposer le document informatique qui a été imprimé au tribunal. Hein. Voilà, alors on va un petit peu partir dans le concret. Hein, comment réussir dans l'e-commerce alors, ce que j'avais évoqué avec Yannick, hein, c'est d'attirer quand même l'attention de ne pas mettre la charrue avant les bœufs et ne pas mettre la charrue avant les bœufs sans même savoir dans quel champ on va labourer. Donc, il faut parfois bien réfléchir à notre stratégie. Je vais prendre l'exemple de la boulangère. Bah, si elle s'était mise à lancer la vente de croissants sur Internet, bon, malheureusement, ça n'aurait pas été une réussite. Donc ici, elle a bien senti que c'était une autre activité qu'elle devait proposer, enfin une autre manière de vendre son service qui était nécessaire, mais ça reste finalement quand même la même activité. Donc, je vous invite avant de foncer tête baissée à se dire quelle est la plateforme qu'il me faut, ben, de bien réfléchir à votre stratégie. Après seulement, bon, on va se mettre à créer sa boutique et puis évidemment l'animer. Et ça, c'est un travail continu. Animer une boutique en ligne, ça prend de l'énergie en continu.
Alors, j'avais écrit un livre sur les bonnes pratiques pour réussir dans l'e-commerce. Et ce livre-là, je l'avais écrit après avoir interviewé 72 e-commerçants pour leur demander un petit peu qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui a été comme difficulté. Et j'ai un peu schématisé ça sur une pyramide. Comme vous savez, une pyramide, il y a des fondations. Et les bonnes fondations d'une pyramide, c'est avant tout d'avoir bien établir sa stratégie et évidemment d'avoir un site pas forcément joli, mais qui est surtout bien conçu pour être facile à être utilisé par l'internaute, parce que c'est l'ergonomie qui est plus important et la capacité que l'on a à rassurer l'internaute qu'on a bien le bon service. Après, il y a la logistique, il y a le service après-vente, et surtout quand on commence à travailler à l'international, ce sont des éléments très importants. Et puis, il y a le sens commercial. Mais ceux parmi vous qui tenaient un magasin physique, vous n'aurez aucune difficulté en ligne à garder votre sens commercial et à réfléchir à bien gérer aux situations que vous rencontrez. Et puis, l'e-commerce, c'est aussi une activité de rentabilité. Vous avez vu, ce n'est pas si simple non plus d'être rentable en ligne. Et donc, évidemment, il y a cet aspect-là à tenir en compte. Alors, quand vous avez pensé à tout cela, il y aura lieu aussi de penser au parcours que le client va faire sur votre boutique en ligne. Il y a même l'étape avant. Comment je vais faire venir les gens sur la boutique en ligne? Comment je vais me faire connaître? C'est ce qu'on appelle le marketing en ligne. Alors, je vais revenir dans le slide suivant, mais c'est évidemment une étape très importante, parce que ça ne sert à rien de créer son site si on n'arrive pas à le faire connaître. Après, une fois que la personne est venue sur notre site, il faut arriver à convaincre cette personne-là de cliquer sur nos fiches produits, de faire en sorte qu'il ait envie de s'informer sur notre offre. Et après, il faut qu'il lui donne envie d'acheter, de désirer le produit, de mettre le produit dans le panier. Et en ligne, ce n'est pas si simple que ça de passer de l'étape mettre dans le panier à l'achat. Je suis quasiment sûr que la plupart d'entre vous, vous avez mis des produits dans le panier sur Internet et puis vous n'avez pas confirmé l'achat. C'est une situation qui est hyper fréquente. Sur un site, en moyenne, on est de l'ordre de 70% des paniers qui ne sont pas validés. Dans certains sites mal conçus, ça peut être 90%. Et donc, ça va engendrer des coûts très importants en marketing de faire venir des gens qui finalement n'achètent pas. Donc, l'étape A que vous voyez à la fin, le deuxième A, c'est une étape aussi très difficile à pousser, inciter l'internaute à valider sa commande. Et puis, dans le commerce, évidemment, l'idéal, c'est d'arriver à fidéliser, puisque si vous avez un client fidèle, vous allez pouvoir faire en sorte qu'il revienne. La fidélisation, ça se fait par les newsletters, les emails, les réseaux sociaux, qui vont être des canaux privilégiés à ce niveau-là pour fidéliser la clientèle. Certains d'entre vous, vous avez déjà une clientèle fidèle. L'idéal, c'est d'arriver maintenant à lui proposer de découvrir votre nouvelle version, votre nouvelle manière de vendre, votre canal supplémentaire de vente, je vais plutôt dire, qui serait le web. Alors, je vais peut-être juste aller sur la première étape, parce que là aussi, on est souvent surpris de la difficulté qu'il y a. Souvent, on me pose la question en disant vous êtes dans le domaine, vous savez très bien quel est le canal qui fait venir du monde sur les sites Internet. Je vais vous dire non, je ne le sais pas. Parce que la réponse, elle est différente quasiment dans toutes les situations. Et en plus, il n'y a pas un canal miracle, il y a très souvent un ensemble, une combinaison de canaux qui nous font venir suffisamment de visiteurs. Alors, je connais très peu de sites e-commerce qui dépassent, je veux dire, peut-être les 100 000 € de chiffre d'affaires et qui vivent que en se faisant connaître sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, sans payer, vos publications ne sont vues que par les amis de vos amis. Et bon, à moins que vous soyez hyper connu, que vous soyez vedette sportive ou je ne sais quel type de profil très médiatisé, vous n'aurez pas des centaines de milliers de personnes qui sont dans vos amis d'amis. Et donc, vous allez devoir payer pour augmenter votre visibilité. Et les réseaux sociaux, ça sera peut-être un canal, mais l'autre canal peut être le référencement sur Google, référencement gratuit ou payant.
Ça peut être des bannières publicitaires, ça peut être des posts évidemment sur les réseaux sociaux, ça peut être des publi-reportages. Hein. Si vous vendez un produit un peu complexe, style là, le divorcer en ligne, faire un témoignage et payer un magazine papier ou en ligne pour parler de vous, ça sera peut-être nécessaire. Les newsletters, c'est génial, sauf que vous le savez, la réglementation interdit d'envoyer une newsletter à quelqu'un qui n'a pas demandé à la recevoir. Donc, c'est très bien pour fidéliser, c'est beaucoup plus difficile pour acquérir de nouveaux clients par une newsletter. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'affiliation en anglais, le commissionnement. On peut payer des gens pour parler de nous. Hein. Alors, c'est bien connu, les influenceurs, pour l'instant, et c'est une manière de faire venir des visiteurs. Mais c'est très rarement la seule solution. Je vais vous dire que, en toute modestie, je ne saurais pas vous dire comme ça un canal qui ira à tout le monde. Et je pense que je ne serais pas correct de vous dire qu'il y a un canal qui ira pour tout le monde. Ce que je suis un peu plus sûr, c'est qu'il faudra tester et il faudra surtout mesurer le résultat. Et donc, consacrer du temps à mesurer, parce qu'on fait tous des erreurs. Je peux même vous dire, quand on accompagne des entreprises, parfois on leur dit, tiens, ça devrait aller, ça. Et puis, on est surpris positivement ou parfois négativement du résultat. Donc, ce qui est important, c'est évidemment de ne pas s'entêter pendant des mois à dépenser de l'argent dans un canal qui n'est pas adéquat. Et le grand avantage du numérique, c'est qu'on sait très facilement mesurer si ça marche ou ça ne marche pas. On sait voir si on fait une publicité, qui clique, enfin pas forcément qui de façon nominative, mais quel pourcentage et qu'est-ce que les gens ont fait en moyenne sur notre site et ont-ils mis le produit en panier et ont-ils acheté et en moyenne combien ont-ils acheté par rapport à notre publicité. Voilà, on y reviendra volontiers tout à l'heure. Hein. Damien, Oui, il y avait une question par rapport à ce que tu as dit là, il y a quelques minutes, oui. entre le pourcentage de paniers non validés qui pouvait aller jusqu'à 90% en cas d'un site mal conçu. Oui. C'est quoi pour toi un site mal conçu? Oui, j'étais gentil parce que dans les exemples suivants, j'ai mis qu'un bon exemple, mais un site mal conçu, il y a plusieurs éléments. Il y a l'ergonomie, la difficulté pour l'internaute de facilement, par exemple, trouver l'information qu'il a besoin. Il cherche trop longtemps dans l'arborescence du site pour trouver le bon produit. Une fois qu'il a trouvé le bon produit, il n'a pas suffisamment d'informations pour qu'il soit en confiance et il va peut-être hésiter de le mettre dans le panier. Ou s'il met le produit dans le panier, il ne va pas le valider parce qu'il craint qu'il se fasse tromper sur la marchandise. Une grande autre raison pour laquelle on abandonne les paniers, c'est parce que le commerçant n'a pas assez expliqué qui il est. Et ça, je vais peut-être insister pour vous parce que vous n'êtes pas des marques de grande notoriété. Évidemment, la FNAC, elle n'a pas besoin d'expliquer qui elle est. Mais quand on est un magasin et qu'on s'adresse à un public qui ne nous connaît pas, on a au contraire un grand effort à faire en ligne pour rassurer. Je disais tout à l'heure qu'il y a beaucoup d'arnaques. Vous en avez peut-être été victime l'une ou l'autre fois. Vous n'avez pas envie de vous faire piéger. Et donc, si vous voyez un site qui n'est pas clair, qui n'est pas transparent en la matière, vous risquez vous allez probablement abandonner votre panier, surtout si vous savez que vous trouvez un concurrent auquel vous avez confiance. Hein. Et il faut malheureusement se dire qu'on est souvent en concurrence face à des grands noms. Hein. Je parlais de Fnac pour certains domaines, on parle d'Amazon, on parle de Cdiscount, de Bol, d'acteurs qui ont une certaine notoriété et auxquels on essaye de rivaliser. Si on veut rivaliser par rapport à cela, il faut donner confiance, bien expliquer qui on est. Il faut être aussi très clair sur les moyens de paiement. Et un bon petit truc, c'est de diversifier les moyens de paiement. Hein. Si vous voulez être sûr d'avoir 90% de taux d'abandon de panier, d'avoir si peu de résultats, proposez que PayPal, par exemple. Hein, c'est la meilleure manière c'est la meilleure mauvaise manière, la mauvaise manière de vendre. Parce que là, d'une part, PayPal est un moyen de paiement qui va inspirer méfiance pour certaines personnes. Et puis, tout le monde n'a pas PayPal, tout le monde n'a pas lié cela. Et proposer qu'un seul moyen de paiement est dissuasif. Hein. En Belgique, en général, proposer la carte de débit en ligne est quasiment nécessaire. Hein. Bancontact est très généralisé. Et si vous proposez, par exemple, que la carte de crédit, tout le monde n'a pas une carte de crédit. Les jeunes, parfois ceux qui n'ont pas de revenus réguliers, en tout cas.
Ça limite les possibilités. Soyez aussi très transparent sur la livraison, hein, surtout pour l'instant. Hein. Il faut être bien clair qui va nous livrer et être transparent sur le service après-vente. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un problème? Donc, ces 5 éléments, hein, je veux dire, donc je reprécise, hein, bien décrire nos produits, bien détailler, au niveau visuel et au niveau textuel, bien décrire qui on est, être bien clair au niveau des moyens de paiement, être bien clair au niveau des moyens de livraison et être bien clair au niveau du service après-vente. C'est vraiment 5 éléments que vous devez vérifier sur votre site pour diminuer ce taux d'abandon de panier. Hein. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question-là. En fait, voilà, c'était juste le slide suivant. Je remarque qu'il y a une petite erreur avec où il n'y a pas la bonne date indiquée ici pour l'aspect législation. On en parlera tout à l'heure, hein, législation. Hein, n'hésitez pas à y revenir. Voilà les 5 points que je vous ai cités il y a 2 minutes qui sont indiqués ici. Pour éviter l'abandon de panier, vraiment, il faut veiller à lever les méfiances. C'est très anxiogène hein, d'acheter en ligne. Hein. On a peur quand on est du côté acheteur et donc le vendeur, il doit finalement surinformer l'acheteur puisqu'il n'y a pas le contact humain. Et surtout dans le climat actuel, vraiment faites beaucoup d'efforts pour rassurer sur ces points-là. Si vous êtes très rassurant, au contraire, ça va être payant parce qu'il y a malheureusement il y a heureusement pour vous des concurrents qui ne font pas cet effort-là et qui ne vendront pas par rapport à vous. Donc, les abandons de panier, c'est hyper important en ligne. Hein. C'est une situation très, très fréquente que nous faisons tous. Hein. Il n'y a rien d'anormal. Voilà. Alors, j'y viens quand même, hein, évidemment, il y a le choix de la plateforme. Hein. Et le choix de la plateforme, ce n'est pas le design hein, qui est le plus important. Ce n'est pas avoir le site le plus beau, c'est vraiment l'ergonomie. Hein. C'est faire en sorte que ça soit facile de se balader sur votre site, facile de trouver l'info. Ça va jouer beaucoup. Hein. Alors, je vais presque vous dire, pensez un petit peu à Amazon. Vous n'allez pas sur Amazon parce que c'est le plus beau site de la toile. Hein. Il n'est pas beau. Amazon a plein de sous. Hein. C'est quand même une des sociétés, surtout ces jours-ci, qui, bon, chaque jour, Jeff Bezos se lève avec 1 milliard de plus de richesse. Hein. C'est malheureusement la situation actuelle. Donc, il aurait les moyens d'investir pour avoir le plus beau site du monde. Hein. Mais par contre, il investit pour avoir le site le plus ergonomique du monde. En tout cas, il le cherche. Hein. Parce que il sait que c'est ça qui paye. Hein. Alors, la bonne nouvelle aussi, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin d'investir hein, dans un site. Alors, on peut vendre, je parlais d'Amazon, vous pouvez vendre sur Amazon. Oui, c'est tout à fait possible. Hein, et c'est à la portée de tout le monde. Je vais ouvrir un petit peu cette parenthèse-là. Qu'est-ce que ça coûte? Ça vous coûte 15% de votre chiffre d'affaires. Est-ce que c'est la commission qu'Amazon va prendre sur les ventes que vous allez faire par son intermédiaire? Donc, clairement, il faut déjà savoir cette contrainte-là, c'est 15% du chiffre d'affaires de commission que Amazon va prendre. Rien que pour la plateforme. Évidemment, si vous lui demandez de faire la logistique, il va rajouter des frais supplémentaires. Qu'est-ce que c'est aussi? Amazon, il est tout puissant et rien ne l'empêche d'en vendre lui aussi les mêmes produits que ceux que vous vendez. Hein, donc, il peut aussi vous faire concurrence. Et soyez bien attentifs au contrat que vous signez avec ce genre de plateforme, hein, Amazon ou les autres, parce qu'on peut très facilement, ce genre de marketplace peut très facilement, en tout moment, vous dire bye-bye. Hein. C'est assez connu, malheureusement, de recevoir un email à 0h, 1 minute le matin, signalant que la marketplace n'a plus envie que vous restiez chez elle. Hein. Donc, on peut recevoir son C4 comme e-commerçant à tout moment chez Amazon ou chez les autres, hein, d'ailleurs. Donc, il y a des avantages, mais il y a quand même un grand avantage, c'est qu'il y a un monde fou sur ces marketplaces. C'est un petit peu comme si vous vendiez le samedi rue Neuve. Hein. Si vous vendez le samedi rue Neuve, même si vous avez un mauvais produit, vous trouverez quand même des clients.
c'est ce qui se passe sur les marketplaces. Donc, si vous voulez écouler des stocks, peut-être certains d'entre vous, vous avez des stocks, vous vous demandez comment je vais les écouler, le marketplace, ça peut être une solution. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a des avantages et des inconvénients. Ce qui est peut-être plus utile pour pas mal d'entre vous, c'est ce qu'on appelle les plateformes mutualisées. C'est des plateformes en mode abonnement. Alors, je vous invite peut-être, après le webinaire, à jeter un coup d'œil sur les sites, par exemple, d'Oxatis, de WeezyShop, Shopify. Alors, Shopify, c'est le plus médiatisé parce qu'il y a quasiment 1 million de boutiques qui tournent sur ce site-là, enfin, sur cette interface-là. C'est canadien. C'est très bien fait, mais bon, Shopify est le futur Amazon. Et d'ailleurs, il se revendique être le futur rival d'Amazon. Mais c'est des solutions qui sont bien faites techniquement. Et en fait, vous allez être locataire. Vous allez pouvoir, moyennant une location, un abonnement qui commence à partir de 30 € par mois, donc on parle vraiment de tout petits montants, vous allez pouvoir créer votre boutique avec votre propre nom de domaine et je vous assure, il y a moyen d'ouvrir votre boutique pour qu'elle soit opérationnelle demain. Si vous avez toutes les photos, que vous avez bien réfléchi à votre projet, l'après-midi sera suffisante pour lancer votre boutique en ligne. Et en plus, il y a des tutoriels, il y a des explications qui vous sont vraiment bien données, donc il n'y a pas besoin d'avoir la moindre connaissance technique. Alors, c'est vrai, là, je vois Myriel qui connaît le domaine, qui réagit. Bon, je ne sais pas si Oxatis a fait faillite récemment. Je sais qu'ils sont dans une situation difficile. Voilà. Voilà, c'est clair que c'est une situation. Bon, on ne perd rien comme commerçant quand même à utiliser leur solution. L'abonnement, il va s'arrêter net. Bon, il faudra évidemment trouver une solution de repli si ça arrivait, ce genre de situation. Les deux autres, en tout cas, se portent bien, surtout Shopify pour l'instant. Donc, ça, c'est évidemment l'inconvénient quand on dépend de quelqu'un d'autre. On est locataire et on n'est pas propriétaire même du code source. On est propriétaire de ce qu'on dépose sur la plateforme, mais on n'est pas, pas autonome, évidemment. Alors, Shopify est en train de développer ses solutions logistiques, mais pour l'instant, pas encore en Europe. C'est aux États-Unis et au Canada que ça fonctionne. Donc là, ça ne règle pas la partie logistique. Ça renvoie-t-il sur notre site. Donc, vous allez pouvoir tout faire sur leur plateforme. Donc, c'est pas juste un lieu pour faire de la promo de vos activités, c'est plutôt un lieu pour vendre. Donc, vous allez pouvoir vraiment avoir votre boutique en ligne dessus. Votre, dans le sens que c'est vous qui l'animez, donc ce n'est pas eux qui vont faire la promotion. Donc, il ne faut pas compter sur eux pour vous faire venir des visiteurs. Ça sera à vous à faire venir vos clients actuels et des clients supplémentaires sur la plateforme. Donc, tenez bien compte de vos besoins. Réfléchissez, est-ce que le français vous suffit ou s'il vous faut gérer d'autres langues. Pensez à la manière dont vous allez présenter vos fiches produits, comment va se passer le tunnel de commande, donc les différentes étapes avant d'arriver au paiement. Et si les solutions mutualisées ne vous conviennent pas, il vous restera soit, si vous y connaissez un petit peu en technique, à utiliser des outils comme WooCommerce, que je vois, ou il y a aussi PrestaShop, qui sont des solutions qui sont en open source, qui sont gratuites. Gratuit, mais ça veut dire que soit vous allez consacrer du temps pour un petit peu vous plonger dans ce genre d'outils, soit vous allez devoir payer une agence pour vous faire le développer. Donc, tenez compte en plus que les prix sont très, très variables selon les agences. Nous, quand on fait très souvent des cahiers des charges pour des projets un peu complexes, on essaie de comparer des pommes et des pommes, on fait des cahiers des charges bien rigoureux, mais on est très surpris de voir les grandes différences de prix. Quasiment quand on a 5 offres, on a au moins entre les extrêmes une différence de 1 à 3. Donc, pour un site, parfois, je vais prendre un site tout simple, on peut avoir une offre à 3 000 et une offre à 10 000. C'est des situations que l'on vit.
Donc, WooCommerce est un plugin que, là, je vois Antoine qui pose la question, qui est un plugin gratuit qu'on peut rajouter sur un outil open source qui s'appelle WordPress, qui est un outil qui gère un tiers des sites e-commerce. C'est une solution qui peut convenir pour peut-être pas mal de besoins, pas pour tout, hein. Il y a des inconvénients à cet outil-là. On pourrait en discuter plus en détail. Je ne vais pas parler de chaque outil en tant que tel, mais voilà, c'est une solution pour celui qui a envie quand même d'un peu mieux, enfin qui a un peu de temps et un peu de curiosité intellectuelle pour découvrir ce genre d'outils, hein, parce que ce n'est pas complètement j'appuie sur un bouton et ça fonctionne, hein. Tandis que Shopify, oui, WeezyShop, c'est à la portée de n'importe quel commerçant de créer sa boutique, surtout si on a un peu de sens commercial, qu'on est capable de se dire, tiens, ma photo, de quelle manière je peux la mettre en valeur. Voilà, vous aurez un outil qui vous permettra de bien fonctionner. Damien, Oui, par rapport à ces plateformes Shopify, oui. si on a déjà un site, comment est-ce qu'on gère la transparence entre son site et la plateforme e-commerce? Est-ce qu'il y a moyen que ce soit transparent pour l'utilisateur? Complètement transparent, non. Enfin, ça va être difficile puisque Shopify est propriétaire. Vous n'avez pas la possibilité de rajouter des plugins ou de modifier Shopify. Vous avez pouvoir juste possibilité d'activer ou non des fonctionnalités que Shopify a prévues. Et donc, par exemple, les grands éléments de mise en page, ben, vous n'allez pas pouvoir les changer. Par contre, vous allez pouvoir mettre vos propres couleurs, vos propres logos et une certaine personnalisation. Donc, probablement, vous allez devoir être mis face à un petit dilemme et de vous dire, mon site actuel, ben, je vais peut-être le mettre en veilleuse et déplacer son contenu sur Shopify si votre but est de vendre en ligne. Ça va être un peu difficile de combiner les deux. Surtout que Shopify ou WeezyShop, d'ailleurs, vous permet d'avoir un site aussi statique, hein, en plus de l'activité en ligne, hein. Donc, il peut être finalement tout en un. Ça sera probablement plus facile à gérer. Et votre adresse web actuelle, vous allez la déplacer sur l'une de ces plateformes-là, hein. OK. Voilà. Donc, si vous êtes amené à faire appel à une agence, comme je vous l'ai dit, faites jouer la concurrence, ça vaut vraiment la peine, hein. Ne prenez pas le premier venu, ne prenez pas parce que vous connaissez quelqu'un et lui dire, allez, fais-moi mon site. Malheureusement, je connais trop de cas qui ont mal tourné de cette manière-là. Le référencement, non, il ne se fait pas par la plateforme, hein. La plateforme est bien conçue techniquement pour être référencée, mais le référencement, en fait, c'est un travail que chacun d'entre vous, vous allez devoir faire. Et la meilleure manière d'améliorer son référencement, c'est d'avoir beaucoup de contenu. Et le contenu, ce n'est pas un tiers technique en plus qui pourra vous le créer. Donc, si vous voulez améliorer votre référencement, ben, ça va être je vais dire de l'huile de cerveau, c'est d'être capable de rédiger des textes, du contenu optimisé, comme dit Muriel, hein, qui connaît bien le sujet. C'est ça qui est le plus porteur. Bon, tant Muriel que moi, enfin, hier, j'ai donné une formation sur la rédaction web. C'est stratégique, hein, pour améliorer son référencement. Et je pense que Muriel a le même constat de l'importance de consacrer de l'énergie, du temps à bien rédiger, hein. OK. Donc, et attention, si vous faites appel à quelqu'un d'autre pour créer votre site, à regarder le contrat pour que les droits intellectuels vous soient bien cédés à la fin de la création, hein. Sinon, c'est un piège, hein. Les droits intellectuels, si ce n'est pas marqué dans le contrat que c'est cédé, ben, ils restent à la propriété de celui qui les a créés, hein, qui a développé le site et qui a mis le layout, la mise en page, hein. Voilà, alors je suis quasiment à la fin là. Dernier point, mais qui est très important actuellement, hein, c'est de bien veiller à la logistique, hein. Autant que possible, si on peut pas si on est, pour l'instant, si on peut éviter d'être dépendant de quelqu'un d'autre, c'est vraiment un grand atout, hein. Hier, non, c'était avant-hier, c'était la journée catastrophe pour moi parce que la plupart des e-commerçants se sont trouvés, enfin, avec qui on collabore, se sont trouvés avec une très mauvaise surprise, hein. Vous avez probablement lu dans la presse que le tribunal de Nanterre a émis une astreinte assez lourde à Amazon France pour ce qui est soupçonné de ne pas avoir tenu les rigueurs des règles de confinement, enfin des règles d'éloignement entre le personnel. Et donc, Amazon a brusquement fermé ses 5 centres logistiques en France.
sauf que la Belgique, en tout cas la Belgique francophone, est entièrement servie par Amazon, et qu'il y a des e-commerçants qui mettaient leurs produits, qui confiaient à Amazon la logistique, évidemment, de leurs produits. Et donc, ils se sont retrouvés du jour au lendemain sans pouvoir livrer leurs produits, avec un stock bloqué chez Amazon qui sera malheureusement bloqué encore pendant des semaines, hein, parce qu'avant de pouvoir le récupérer, ça sera bien. Amazon ne va certainement pas faire d'efforts pour aider les marchands sur sa marketplace à récupérer leurs produits. Donc, s'ils pouvaient éviter d'être dépendants de tiers, ben, c'est mieux, hein. Et je pense que c'est l'occasion ou jamais, même parfois, je connais des commerçants qui assurent eux-mêmes pour l'instant la livraison. C'est tout à fait autorisé, hein. Vous avez tout à fait la possibilité vous-même d'assurer, de livrer à domicile, tant que vous respectez les règles d'éloignement, et soyez attentifs, et que la personne va vous déposer ça au seuil de son habitation, vous sonnez et vous éloignez, et la personne prend son colis. C'est tout à fait possible de faire ainsi, hein, et ça vous permet de maintenir une activité sans difficulté, hein. Donc, pensez aussi que légalement, l'internaute a le droit de retourner les produits. Cette réglementation n'est pas mise en veilleuse avec le confinement, et donc il y a un risque que l'internaute, sans devoir se justifier, dans les 14 jours après avoir reçu le produit, vous dise ben, désolé, je vous le renvoie et je veux être remboursé, hein. Donc, il y a des exceptions, hein, on peut éventuellement en parler après, hein, voilà. Voilà, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? C'est ce petit élément-là pour vous inviter à, à réfléchir un petit peu. Bon, on a parfois été dans la routine et un peu ignoré le développement du numérique parce qu'on avait trop de choses à faire en priorité. C'est peut-être un peu le moment. Je ne vais pas dire forcément que vous deviez tous vous vendre en ligne, hein, j'en suis pas convaincu, d'ailleurs moi-même, hein, je suis dans le domaine, mais je vois qu'il y en a pour lesquels ce n'est pas pertinent. Donc, le but n'est pas de tous d'aller vendre en ligne. Le but, c'est probablement de réfléchir comment je peux le faire, comment je peux peut-être arrondir les angles pour l'instant pour faire en sorte que mon activité puisse peut-être surtout, peut-être pas vraiment récupérer pour l'instant, mais en tout cas être prêt à rebondir plus tard. Parce que moi, ce que j'ai l'impression, c'est que l'internaute, enfin le consommateur, il va prendre des habitudes, hein, c'est pour l'instant. Et s'il voit que acheter en ligne est une commodité agréable, et ben, même si le confinement se lève, ben, il va garder en partie, en tout cas, cette habitude-là. Et donc, c'est un enjeu pour les commerces physiques de se dire, bah oui, maintenant, je dois avoir aussi un canal en ligne. Je vais reprendre mon activité physique, mais probablement en plus avec des contraintes qui vont peut-être restreindre l'appétence de l'internaute, enfin du consommateur à venir dans un magasin physique. Donc, on a probablement intérêt dès maintenant à bien réfléchir comment je vais faire pour peut-être combiner les deux canaux. Alors, il se fait que la semaine dernière, on a rassemblé toute une série de prestataires qui ont fait un petit travail collaboratif et ont publié sur une page qu'on a gérée avec eux des offres intéressantes pour avoir un petit coup de pouce pour passer à l'e-commerce. Donc, vous pouvez noter ce lien-là, jeter un coup d'œil, vous verrez, il y a une quinzaine de prestataires qui font un geste pour aider les commerçants à passer à l'e-commerce, hein. Bon, je n'ai pas dit qu'il fallait faire appel à tous ces prestataires, hein. Je dis juste, jetez un petit coup d'œil sur ce qu'ils vous proposent. Il y a pas de, je n'ai pas repéré de mauvaises offres, mais bon, comme je vous l'ai dit, il y a des offres peut-être qui sont un peu moins pertinentes selon votre contexte, hein. Alors, je passe ça, hein, et voilà, nous, on est un cabinet conseil, hein, qui accompagne des entreprises. On n'est pas une agence web, hein, on ne crée pas des sites, hein, ce n'est pas notre rôle de créer des sites. On est là pour accompagner des entrepreneurs. On fait un effort pour l'instant en animant toute une série de webinaires gratuits parce qu'on pense que sur le long terme, il faut, en Wallonie en particulier, il y a encore beaucoup d'efforts à faire pour expliquer à quoi le numérique peut être utile, et on a souhaité vraiment contribuer à ce que ça bouge parce que notre activité pour l'instant elle est bien développée au Luxembourg, est bien développée à Bruxelles, bien développée en France, mais
On est pourtant situé en Wallonie, mais on voit qu'il y a encore il y a des bons projets, mais il y en a pas assez, et on a envie qu'il y en ait d'autres, et donc on veut contribuer gracieusement à informer, former. Sachez que si vous avez un projet un peu complexe, la région wallonne aide de façon très significative les entrepreneurs à aller dans le numérique, puisque il y a un système de chèque numérique qui permet de recevoir 75% de subsides sur le conseil dans le domaine. Donc, en clair, une heure de conseil, ça vous coûte 20 €, déduction faite du subside, hein. Donc, c'est plutôt avantageux comme système d'aide. Ça existait déjà avant, hein, la situation actuelle, et ça perdure. Et un élément aussi quand même à souligner, c'est très vite traité, hein, les dossiers. Donc, en 2 semaines, pour l'instant, les dossiers sont validés par la région wallonne. Ce n'est pas valable pour du conseil très court, hein, donc si vous n'avez pas besoin de conseils de plusieurs jours, ce n'est pas utile, enfin, c'est même pas possible d'activer cette aide-là. Mais si vous avez un projet un peu complexe, vous avez besoin d'avoir une vue extérieure, ça peut être utile. Voilà, alors on va peut-être passer aux questions-réponses. Je prendrai bien le temps pour y répondre. Alors je vous ai mis ici un lien vers une présentation qui est un peu plus détaillée que celle que je vous ai faite, parce que j'ai fait une sélection ici. Si vous voulez avoir exactement la même présentation que celle que je vous ai envoyée, vous m'envoyez un petit email à l'adresse ici indiquée. Vous pouvez prendre en photo votre écran et je vous enverrai exactement la même présentation que celle que vous avez vue. Donc, il n'y a pas de secret là-dessus. Je vais peut-être laisser Yannick synthétiser les questions encore qui n'auraient pas été répondues. Oui, merci. Je pense que de toute façon, il y avait des informations assez claires, mais je vais essayer de prendre dans l'ordre. Il y avait une question qui est arrivée il y a quelques minutes qui demandait si, d'un point de vue commercial, dans le cas où on a des clients qui sont revendeurs déjà de nos produits, est-ce que nous-mêmes, est-ce que c'est opportun pour nous-mêmes de faire déjà un site e-commerce alors qu'on a des revendeurs qui vendent nos produits? Ouais, ça c'est une très bonne question qui m'amène à reparler encore de la stratégie. C'est vrai qu'il faut bien réfléchir si on est distributeur, importateur, grossiste, à notre stratégie par rapport à nos revendeurs qui vont en général très mal apprécier que l'on vende en direct, parce qu'on va les court-circuiter et donc ils risquent de nous boycotter. Donc, il y a déjà le problème juridique, hein. Parfois, dans le contrat, on ne peut pas le faire, hein, et inversement, hein, parfois aussi, quand on est revendeur, on ne peut pas le faire par rapport à l'importateur, hein, et donc il faut bien regarder ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire juridiquement. Et puis, il faut penser à l'impact que ça va avoir avec finalement nos clients B2B2C, hein, ceux qui sont nos intermédiaires et qui n'apprécieront pas si on les court-circuite. Ouais. Donc, ça peut être parfois, il y a une manière un peu de contourner ce défi-là, qui est de se dire, sur le web, j'ai mes distributeurs en Belgique, mais je vais peut-être profiter, enfin non, j'ai mes distributeurs en Belgique, en physique, mais je vais profiter du web pour vendre à l'étranger. Et donc, on a accompagné des e-commerçants avec vraiment beaucoup de succès qui sont bien développés à l'étranger en continuant à fonctionner comme avant, comme c'était toujours été le cas en Belgique. Et par contre, ils se sont fortement développés grâce au web à l'étranger. L'étranger, ce n'est pas forcément à l'autre bout du monde, hein. Si vous arrivez à bien faire les choses, vous pouvez avoir beaucoup de succès en France. Parce qu'en France, on a l'impression qu'il y a un effet nationaliste dans les achats. Il peut être marqué un tout petit peu pour une partie de la population, mais non, je peux vous assurer que les Belges peuvent très bien vendre en France, et qu'au contraire, ça peut parfois même être un gage de sérieux dans l'image moyenne d'un Français, que ce soit un commerçant belge qui lui vende. Mais il faut évidemment le rassurer qu'on est bien capable de proposer la logistique et les paiements qu'il attend, hein. Je vais vous raconter une petite anecdote, hein. Un e-commerçant est venu me trouver en me disant « Tiens, ça ne marche pas du tout mon activité en France ». On a regardé son site et il marquait la logistique, il y avait marqué logistique et puis il mettait locaux biposte.
Ah oui, effectivement, il assure la logistique par Bipost. Mais ce qu'il doit préciser, c'est que Bipost, ben évidemment, quand c'est pour expédier vers la France, ben Bipost confie le colis à la poste française. Et donc, il fallait mettre que ça sera livré par votre facteur habituel. Forcément, si on met Bipost, le Français qui connaît Bipost, ben, il va se dire qu'est-ce que ça va faire, c'est pas un postier belge qui va venir me livrer. Et celui qui ne connaît pas Bipost, il va se dire ben, qu'est-ce que c'est ce truc étranger? Non, je vais plutôt aller sur un site où c'est bien marqué que c'est la poste qui va me livrer. Donc, voilà des éléments auxquels il faut penser. Oui. Bon, il y avait une question aussi qui me paraissait intéressante, enfin, qui est couplée à une autre. Oui. Peut-être, est-ce qu'à l'heure actuelle, est-ce qu'il est encore envisageable de ne pas envisager plutôt l'e-commerce quand on doit vendre même des produits ou des services? Est-ce qu'on doit d'office penser aussi à un axe e-commerce ou est-ce que Oui, oui, tout à fait. pas toujours? Mais je vais dire, il faut surtout penser numérique. Je ne vais pas dire e-commerce. Il y a de moins en moins de commerces qui peuvent se passer complètement du numérique. Par contre, je suis encore persuadé, moi je suis assez convaincu encore à l'avenir du commerce de proximité physique et au fait que tout le monde ne doit pas vendre en ligne et qu'à la rigueur, enfin, j'ai conseillé une commerçante qui vendait des chaussures à Tournai de continuer à faire comme elle faisait, comme elle fait, parce que en fait sa force, elle est spécialisée pour la vente de chaussures pour enfants. Eh ben, elle est dans un créneau super porteur parce que c'est angoissant d'acheter des chaussures d'enfants sur le web. C'est clair qu'on ne va pas trouver les informations bien claires sur une marketplace. Hein, et elle, par contre, elle s'était fait former spécialement pour conseiller les enfants, pour bien comprendre cela. Et si elle communique bien sur les réseaux sociaux en disant, voilà, je suis spécialiste, j'ai suivi des cours en la matière, venez dans mon magasin, je vous assure, vous trouverez la chaussure qui correspond au pied de votre enfant, ben, les gens vont venir dans son magasin plutôt que d'acheter des chaussures qui sont peut-être 10 € moins chères sur une marketplace, mais avec l'angoisse de ne pas avoir le produit qui convient. Hein. Donc, non, il ne faut pas foncer d'office dans l'e-commerce. Par contre, se dire, bah oui, dans son cas, c'est intéressant d'être en ligne pour se faire connaître. Parce que les gens s'informent sur le web. Et si vous n'êtes, si on peut, vous pouvez, si vous ne faites pas connaître sur le web, ben, vous allez commencer à progresser de plus en plus, à être plus connu, à être ignoré. Donc, je pense que l'approche marketing, ce qu'on appelle le web to store, est important. Et l'e-commerce, pour certains d'entre vous, va être aussi effectivement un élément à prendre en considération. Vous savez, l'e-commerce, ça tue pour l'instant la grande distribution, en tout cas surtout les hypermarchés. Hein. Ça ne tue pas le petit commerce. Hein. J'ai fait une étude pour le SPF Economy. On est allé voir les différents pays environnants. On est allé voir ce qui se passe aux États-Unis, au Canada. Et il faut penser qu'aux États-Unis, il y a un mall par jour ouvrable qui ferme, qui tombe, qui s'arrête. C'est le concept de grandes surfaces, de grands lieux de consommation qui est en perte de vitesse par rapport au web qui finalement propose la même chose en ligne. Par contre, le petit commerce, il se développe bien. Enfin, il peut se maintenir quand il acte pareil. Mais évidemment, si vous vendez les mêmes chaussures que sur Zalando et que vous ne proposez aucun conseil, que vous êtes juste là pour ouvrir une boîte de chaussures et donner la chaussure à la personne, ben, la personne va plus revenir dans votre magasin. Elle va se dire, ben, je suis aussi bien servi en achetant en ligne. Oui, c'est assez logique. Et il y avait une question aussi par rapport au chiffre d'affaires que tu as évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'il existe des études qui ont démontré que tel ou tel produit est plus vendable en e-commerce qu'un autre, ou qu'un service, ou bien… Il n'y a pas une catégorie en tant que telle qui est plus facile que d'autres. Non, là, j'ai suivi toute une série d'analyses et on le fait aussi sur le terrain parce que j'ai un tiers de mon activité qui est académique et 2 tiers à gérer notre équipe de 4 personnes là, de conseillers. On voit que non, c'est pas vraiment des catégories. Mais je vais peut-être dire, c'est quand même plus facile de vendre des services que des produits parce que il y a la plupart du temps la logistique qu'on va pouvoir faire en ligne et les marges bénéficiaires peuvent être plus élevées dans les services que dans les produits. Hein. Donc, c'est souvent intéressant. Et je vais dire, surtout en Wallonie, ce qui est un peu malheureux, c'est qu'il y a très peu d'e-commerce B2B. Or,
là, il y a encore beaucoup, beaucoup de place à prendre. Tandis que dans le B2C, il n'y a plus beaucoup de place à prendre, surtout si on a des grandes ambitions d'être un leader européen. Donc, être un petit leader dans l'e-commerce B2C, c'est encore possible. Être un grand leader, bon, il faudra se lever tôt, il y avoir des gros capitaux. Et dans la situation actuelle, je vois vraiment, malheureusement, ça va renforcer les acteurs bien présents pour l'instant. D'accord. Ouais. Au niveau... Bon, il faut évidemment aussi avoir une marge suffisante. Quand je vous disais qu'une marketplace va vous prendre 15% de votre chiffre d'affaires comme intermédiaire, si vous n'avez pas 25% de marge sur vos produits, bon, on aura bien forcément difficile à se développer. Oui, donc tout ça fait partie de la réflexion et de la stratégie à mettre en place pour prendre les bonnes décisions. Il y a une question qui parlait de quel est ton avis par rapport aux plateformes locales d'e-commerce? Ça, Ouais. Alors, c'est tout la question. voilà, c'est une question bien intéressante aussi. C'est un sujet qui me passionne d'ailleurs. Si vous êtes un peu curieux, vous pouvez aller sur mon site personnel qui s'appelle Prospectic, Prospectic, TIC pour terminer.be. Et vous allez trouver, j'ai publié la semaine dernière j'ai fait un petit inventaire de tout ce qui existe pour l'instant comme initiative de plateforme locale. Alors, ça peut être intéressant techniquement, ça peut être aussi, c'est surtout une opération de marketing qui, si elle est bien menée, peut être un beau succès. Bon, je suis assez bluffé quand même par ce qui se passe au Grand-Duché du Luxembourg avec Let's Shop. J'ai trouvé que c'était une belle initiative gouvernementale au Grand-Duché que d'aider les commerçants locaux à faire connaître leur offre. C'est plutôt c'est bien conçu. En plus, mais évidemment, ça a été financé par les pouvoirs publics et en ayant confié quand même le travail à des gens qui sont tout à fait dans le métier. On n'a pas fait appel à n'importe qui pour le faire. Et bon, ça pourrait être un modèle à répliquer ailleurs. Alors, bon, il n'y a pas ce genre d'idée pour l'instant en Belgique, mais vous allez voir sur le site laprospectique.be, vous verrez, il y a d'autres initiatives intéressantes en France. Et bon, peut-être que ça peut inciter l'un d'entre vous à prendre le relais ou à une agence à prendre, à se dire, je pourrais lancer ce genre de marketplace local. Ok, merci. Il y avait une question. Attends, j'essaie de comprendre l'idée. L'e-commerce est tout à fait possible sans réseaux sociaux. Oui, oui. Mais les réseaux sociaux peuvent être un appui. Et dans certains cas, je vais parler d'Instagram, il y a moyen de vendre sur Instagram maintenant. Si vous avez au moins 10 000 personnes qui suivent votre compte, la fonctionnalité vendre sur Instagram est possible. Mais tout ne se vend pas sur Instagram. Et c'est pas non plus évident. Il faut pas. Pour ça que je vous ai un peu provoqué tout au début de la présentation en montrant des vidéos de gens qui prétendent qu'on gagne plein d'argent. Oui, il y en a qui gagnent plein d'argent sur Instagram. Il y en a beaucoup qui galèrent. Et ce n'est pas parce que quelqu'un a 50 000 followers qu'il les a réellement. La plupart, malheureusement, les achètent. Ça coûte, pour 50 000 followers, ça coûte 50 €. Donc, Oui, d'accord. Il y avait la question aussi de traduction. Est-ce que si on veut se lancer sur l'e-commerce, est-ce qu'on doit systématiquement traduire son site en différentes langues? J'imagine que c'est lié à son public cible. oui, tout à fait. Ouais, c'est par rapport à votre marché. Si votre marché est francophone, Pas de raison de il n'y a aucune s'amuser. obligation évidemment à traduire. Vous n'avez aucune obligation à livrer à l'étranger. Donc, tant qu'évidemment il n'y a pas de discrimination anormale, ben, vous avez le droit de dire je livre qu'en Belgique, je livre qu'en province du Luxembourg, je livre qu'à tel endroit, c'est tout à fait autorisé. Et donc forcément, et vous avez le droit aussi de laisser un Américain commander sur votre site si c'est tout en français. Bon, dans son cas-là, c'est lui qui assume la responsabilité s'il a mal compris ce qu'il a commandé. Par contre, si vous avez traduit en anglais, ben, là, la responsabilité va s'inverser. Mais si vous avez traduit en anglais, évidemment, vous allez avoir beaucoup plus d'Américains qui vont acheter sur votre site. J'ai un peu cliché ce que je vous dis, mais c'est pour que ça soit bien compréhensible. Livré par Bipost. Voilà, oui. Ouais, ça, c'est assez fou,
Bah, il avait raison sur le fond, oui, parce qu'il a signé un contrat avec Bipost, mais c'est pas rassurant.